la ville de Melle, en Poitou-Charentes, un haut lieu de la fabrication de monnaie durant le Haut Moyen-Âge. Depuis 1987, un centre de recherche ouvert au public accueille des équipes françaises et étrangères. Les études portent sur l'ensemble des métallurgies anciennes dans le cadre d'un programme collectif de recherche sur l'expérimentation et les paléométallurgies dirigé par Florian Téréjol. On a un site à vocation touristique, mais tourisme culturel. Et l'idée a été de développer une animation avec des scientifiques dans le but de ne pas être un musée, mais d'être un site vivant. D'un point de vue déjà de communication et de valorisation, l'approche expérimentale en paléométallurgie est particulièrement porteuse. Donc c'est une première chose que nous avons souhaité développer. Et dans un deuxième temps, il a semblé aussi pertinent d'ouvrir cette plateforme à d'autres équipes, des équipes qui proviennent à la fois du monde de l'archéologie, des archéologues, donc parfois des historiens, mais également des conservateurs, des restaurateurs qui vont venir essayer à Melle des techniques de production des métaux, que ce soit de la métallurgie extractive ou de la métallurgie secondaire. Depuis l'été 2007, une équipe de 4 chercheurs effectue une nouvelle expérimentation, la plus lourde conduite à Melle jusqu'ici. Son objectif ? Fondre de l'argent pur et frapper des milliers de monnaies dans les conditions d'un atelier monétaire antique. Mais l'entreprise s'avère difficile, car la fabrication de monnaie, à l'époque grecque, a toujours été entourée du plus grand secret. Les textes sont presque inexistants, seulement quelques mentions sur le nombre d'esclaves affectés à cette tâche, et les fouilles menées autour de la Méditerranée n'ont malheureusement livré que très peu d'indices. L'expérimentation conduite à Melle cette année a 2 objectifs. Le premier objectif, ça va être de recréer la chaîne opératoire d'un atelier monétaire antique. À savoir, en partant du métal brut, l'argent en l'occurrence, de suivre les différentes étapes qui vont nous permettre de produire une monnaie. Le deuxième objectif, ça va être de frapper le plus grand nombre de monnaies possible. Alors pourquoi frapper un si grand nombre de monnaies ? Tout simplement parce qu'il n'y a comme ça que nous pourrons étudier l'usure des coins monétaires. Mais pour frapper ce grand nombre de monnaies, il faut d'abord produire des flancs. La première opération consiste donc à fabriquer des moules, et ce sont dans ces moules que seront coulés les flancs. Le plus grand soin est apporté à la confection des moules, car il conditionne tout le reste des recherches. On a donc fabriqué des cadres en bois. Dans ces cadres, on a mis du sable de fonderie, un mélange de sable et d'argile résistant à de très hautes températures. Puis on a imprimé des cupules régulières à l'aide d'un cylindre. L'empreinte était remplie d'argent, et le flanc, une fois coulé, devait faire 17,20 g, soit le poids de la chouette. La chouette est la première monnaie internationale. Elle a été frappée à Athènes au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, et elle a circulé tout autour de la Méditerranée. À Melle, le but est de frapper le plus grand nombre de pièces possible. Les cupules sont donc reliées entre elles par des canaux pour faciliter l'écoulement du métal. Il ne reste plus qu'à couler les flancs monétaires à partir d'argent pur. On a construit un four qui s'inspire de celui d'un atelier monétaire médiéval du XIVe siècle, découvert à La Rochelle. Il est alimenté par 500 litres de charbon de bois par jour. La température de fusion de l'argent, c'est 962 degrés. À l'intérieur du four, on dépasse donc les 1000 degrés. Tous les jours, 30 kg d'argent sont fondus dans les creusets et coulés dans les moules, et plus de 1000 flancs monétaires sont produits. Un flanc monétaire est tout simplement une passée de métal de forme circulaire qui, une fois imprimée à l'aide de coins monétaires, qu'on peut aussi appeler des matrices, devient une monnaie.
Dans le cadre de notre expérimentation, on a essayé différentes techniques afin de produire ces flancs pour alimenter la frappe de monnaie. Les chapelets doivent maintenant être découpés. Jusqu'à cette expérimentation, les numismates s'accordaient sur le fait que les anciens coulaient leurs flancs dans des moules ouverts. Mais après plusieurs semaines de pratique et l'aide de professionnels, il faut se rendre à l'évidence. L'équipe est incapable de produire des flancs d'un poids régulier. Pourtant, les anciens savaient calibrer leurs flancs à 2 ou 3 centigrammes près. Les monnaies parvenues jusqu'à nous le prouvent. La conclusion s'impose. Ce n'est pas ce type de moule qui permettait d'obtenir les flancs monétaires dans l'Antiquité. Il faudra en essayer d'autres dans les années à venir. Pour l'heure, l'expérimentation continue, car l'objectif principal demeure l'étude des coins. Comme dans l'Antiquité, les coins utilisés à Melle ont été gravés sur acier et sur bronze. Mais pour des raisons légales, il est interdit de frapper une pièce ayant réellement existé. Une combinaison de coins originale a donc été choisie pour contourner ce problème. Sur le revers, la chouette d'Athènes. Elle incarne la monnaie grecque par excellence, il était donc important de la prendre comme modèle. Sur le droit, l'effigie d'une monnaie celte, elle-même inspirée du monnayage grec. Mais les monnaies étaient frappées avec 2 coins plus précisément, qui sont les matrices en négatif, une que l'on tient enchâssée dans un billot, une enclume qui est le coin de droit, et l'autre que l'on tient à main libre entre des tenailles, qui est le coin de revers. Et c'est entre ces 2 coins, ces 2 instruments en métal, ces 2 matrices en négatif, que l'on va placer le flanc, qui est la monnaie, juste avant qu'elle ne reçoive le coup de marteau qui va transformer ce flanc en monnaie. Contrairement à ce que beaucoup pensaient, un seul coup vigoureux d'une masse de 5 kg permet d'imprimer très correctement ces épaisses rondelles d'argent. Les frappes sont effectuées par série d'une centaine de monnaies. Après la frappe, chaque monnaie est pesée pour lui donner une identité et pour élaborer des statistiques. Elles seront plus tard étudiées en laboratoire. Après chaque série, les coins de droit et de revers, ainsi qu'une monnaie témoin, sont pris en photo pour étudier l'usure progressive de ces outils de frappe. Mais quel est l'objectif de cette étude de coins ? D'arriver à quantifier les masses monnayées dans l'Antiquité en nous faisant savoir s'il y avait, par rapport à tel problème qui se pose, par exemple un chef de guerre, un empereur romain, un roi grec, dont on nous dit qu'il a mis en ligne 100 000, 200 000 combattants, est-ce qu'il avait les moyens d'entretenir son armée, du moins en monnaie nouvelle? Les études quantifiées, avec toutes les incertitudes qu'elles comportent, permettent de répondre à ces questions très souvent, et souvent en disant qu'il n'y avait pas assez. Concernant l'usure des coins monétaires, les expérimentations nous ont permis de savoir que le bronze s'altérait plus vite que l'acier, ce qui pouvait paraître évident. Ça nous a permis de prendre conscience aussi qu'il fallait utiliser les résultats avec beaucoup de recul. On a vu notamment notre coin de droit de bronze en 2007 avait permis la frappe de près de 10 000 monnaies. Mais en 2008, alors que nous avons utilisé le même coin de droit qui avait été regravé entre les 2 campagnes, l'usure est apparue beaucoup plus vite. Évidemment, certains facteurs avaient changé, comme l'expérience de l'équipe. On sait aussi que le poids de nos flancs en moyenne était légèrement plus faible, et tout cela a dû certainement influer sur les résultats et sur la productivité du coin. L'année prochaine, les expérimentations continuent. Elles porteront alors sur la monnaie de bronze. On pourra donc comparer et mettre en parallèle nos résultats avec ceux obtenus en 2007 et en 2008.